vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 31 juillet. Alors que la classe politique attend avec impatience leur conférence présidentielle convoquant le dialogue, plusieurs divergences autour de l'inclusivité se dressent comme un véritable défi à ce rendez-vous politique. À la une également, alerte rouge sur l'approvisionnement du courant électrique à l'aéroport de Djili. La SNEL tire la sonnette d'alarme face à l'occupation illégale des entreprises que sa ligne à haute tension qui alimente l'aéroport de Djili n'est pas sûrement. À l'international, le Mali face au défi de la transformation de son coton d'un approche blanche sur de nouveaux projets industriels en vue de la transformation locale du coton. Bonsoir à tous. À moins de 2 semaines des échéances avancées par plusieurs acteurs politiques et religieux, le dialogue national voulu par le président Félix Tshisekedi se heurte à une divergence majeure, la définition de son caractère inclusif entre les appels à intégrer toutes les parties prenantes, les exigences de l'opposition, les mesures de confiance réclamées par la Senko et les débats autour de la loi référendaire. Les positions restent éloignées, faisant planer des incertitudes sur la tenue des assises dans le format attendu par une partie de l'opinion. José Junior Owawa. À mesure que s'est précise la perspective d'un dialogue national en République démocratique du Congo, une question cristallise les divergences, celle de l'inclusivité. Si la plupart des acteurs politiques s'accordent sur la nécessité d'un dialogue, ils restent profondément divisés sur les personnes appelées à y prendre part. Une partie de l'opposition estime que le processus ne pourra être véritablement inclusif sans la participation de l'ancien président Joseph Kabila ainsi que du mouvement AFSAM 23. Une lecture également défendue par les présidents du Conseil national des suivis de l'accord et du processus électoral qui considèrent que l'absence de ces acteurs remettrait en cause la portée du dialogue. Dans les mêmes temps, la coalition C64 demande au président Félix Tshisekedi de convoquer les assises au plus tard les 15 août. Elle maintient toutefois son opposition à l'arrêt de la Cour constitutionnelle ayant déclaré conforme à la Constitution la loi référendaire plaidant pour un consensus politique avant toute réforme majeure. De son côté, la Senko appelle les chefs de l'État à poser avant les 10 août un geste susceptible de renforcer la confiance entre les différentes parties et de créer un climat favorable aux discussions. Entre exigences politiques, divergences sur l'inclusivité et calendrier serré, les dialogues nationaux entrent dans une phase décisive. L'enjeu est désormais de rapprocher des positions encore éloignées afin d'éviter que les désaccords sur les participants ne compromettent un processus présenté comme une étape importante vers la décrispation politique et la recherche d'une paix durable. Agriculture, salubrité et enseignement supérieur au menu du Conseil des ministres. Réuni ce vendredi 31 juillet à Kanyama KCC, le gouvernement a pris plusieurs décisions à portée stratégique. Le président Félix Tshisekedi a exigé un suivi rigoureux des projets agricoles pour accélérer la souveraineté alimentaire, appelé à une mobilisation en faveur de la task force présidentielle de salubrité à Kinshasa et valider une réforme de système doctoral destinée à renforcer la qualité et l'excellence de l'enseignement supérieur. Suivez. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la nécessité de mettre en place les dispositifs de suivi-évaluation des projets agricoles dans leur volet de mise en œuvre sur terrain. Le président de la République tient à ce que l'agriculture serve de levier majeur de la transformation économique de notre pays et joue pleinement son rôle de pilier de la souveraineté alimentaire. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'accompagnement de l'action de la task force présidentielle de salubrité et d'assainissement dans la ville-province de Kinshasa. À ces sujets, le président de la République a noté avec satisfaction que la task force placée sous son autorité directe pour conduire de manière coordonnée
et permanente. La lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa est désormais une réalité. Après débat et délibération, les conseils ont adopté ces dossiers. Dossiers relevant du secteur de l'enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation, la ministre Adélé Su a soumis au Conseil pour examen et approbation les dossiers relatifs à la réforme structurelle du système doctoral de la RDC, assainissement, professionnalisation et relèvement de l'excellence académique. En effet, cette réforme déjà en cours s'éveille une réponse impérative destinée à restaurer l'autorité de l'État dans les secteurs académiques. À ces sujets, elle a expliqué de fond en comble les piliers de l'action engagée en termes des mesures de sauvegarde, sécurisation du cadre légal, assainissement, programme national de bourse et encadrement des établissements, les axes de déploiement opérationnel immédiat, les soutiens stratégiques du gouvernement, non seulement en termes d'appui budgétaire, mais aussi des synergies intersectorielles et de protection de la. Après l'étape de Kanyama, sachez que le président de la République est arrivé avec une suite de ministres à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où plusieurs autres inaugurations seront faites. Accélérer la transformation numérique de la République démocratique du Congo, c'est l'objectif poursuivi par le ministère de l'économie numérique. Réunis à Kinshasa durant 2 jours, experts, acteurs du secteur et partenaires ont examiné le diagnostic de maturité numérique du pays afin d'identifier les priorités de la future stratégie nationale de gouvernance du numérique et de cybersécurité. C'est un reportage des Héritiers Lelo, Giscard Tamba et Daniela Kalala. Le numérique congolais étant un tournant, pendant des jours, Kinshasa a accueilli experts, acteurs du secteur et partenaires autour d'un exercice stratégique, la restitution du diagnostic de maturité numérique de la République démocratique du Congo. L'objectif est clair, évaluer les niveaux de développement du numérique dans le pays afin de bâtir une stratégie nationale de gouvernance du numérique et de cybersécurité adaptée aux réalités congolaises. Au fil des échanges, les participants ont passé en revue les progrès enregistrés, mais aussi les obstacles qui freinent encore la transformation numérique. Répartis en groupes de travail, ils ont confronté leurs analyses et formulé des recommandations destinées à orienter les futures réformes. Les conclusions de ces travaux ont été remises au ministre de l'économie numérique, Augustin Kibasa Maliba, et au président de l'RPTC, Christian Katende Mukinaï. Pour le ministre, cette démarche permettra de mieux structurer les actions à mener afin d'accélérer la transition numérique du pays. La restitution qui vient de nous être présentée permet de mesurer l'ampleur du travail accompli et nous donne également une lecture précise des défis que la République démocratique du Congo doit relever pour assurer une gouvernance cohérente de sa transformation numérique et renforcer durablement sa cybersécurité. Même satisfaction du côté de l'RPTC qui voit cet exercice une étape déterminante pour relever les défis de la gouvernance numérique et de la cybersécurité. Nous avons déjà des avancées par rapport à ces recommandations. Il y a un délai qui a été proposé par tous les groupes, grosso modo entre 6 mois et 12 mois. Et nous allons faire en sorte de nous tenir à ce délai. Et peut-être même de le faire dans des délais plus rapides que ceux espérés, ceux proposés. Les consultants principaux, M. Didier Mousseté, estiment pour sa part que ces diagnostics constituent un socle sur lequel pourra s'appuyer la modernisation numérique de la RDC. Pour la population congolaise, effectivement, c'est le premier pas de quelque chose de solide parce que on ne peut plus s'empêcher, on ne peut plus dire que nous sommes en dehors du monde. Le monde est numérisé, le monde est digitalisé aujourd'hui. Donc la digitalisation, c'est notre vécu de tous les jours. Au-delà des recommandations, le défi est désormais de transformer ces réflexions en actions concrètes. L'ambition est de faire du numérique un véritable moteur de modernisation de l'État, d'amélioration des services publics et de croissance économique au bénéfice de tous les Congolais. Dans le secteur de mines, sachez que le compte à rebours est désormais terminé. C'est sur le moratoire accordé aux entreprises minières pour se conformer aux exigences du contenu local. Eh bien, ce moratoire prend fin ce vendredi 31 juillet.
Désormais, les entreprises concernées devront appliquer pleinement les mesures destinées à renforcer la participation des Congolais dans la chaîne des valeurs minières. Une étape saluée par plusieurs experts qui y voient une opportunité de maximiser les retombées du secteur au profit de l'économie nationale. Quel changement pour cette réforme peut-elle réellement apporter? Tentative de réponse avec, encore une fois, Daniela Kalala. Le moratoire accordé aux entreprises minières pour se conformer aux exigences du contenu local prend officiellement fin ce 31 juillet. Une échéance qui ouvre une nouvelle phase pour les secteurs miniers congolais. Les entreprises concernées sont désormais tenues d'appliquer pleinement les dispositions destinées à renforcer la participation des Congolais dans la chaîne des valeurs de l'industrie extractive. Cette évolution est saluée par plusieurs économistes et spécialistes des finances qui y voient une opportunité de favoriser les transferts de compétences, de promouvoir l'entrepreneuriat national et d'accroître les retombées économiques du secteur au bénéfice des Congolais. Pour l'économiste Mathieu Takizala, cette réforme permettra aux travailleurs congolais d'aller au-delà du simple statut des salariés en occupant une place plus importante dans la création de valeur au sein des entreprises minières. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, donc ça devient obligatoire pour que l'implication du salarié ne reste pas uniquement au niveau de la production du travail à l'entreprise, mais il devient aussi une partie intégrante dans la partie de capital de l'entreprise. C'est là, ça devient déjà une morale. Que lorsqu'on sert 5% aux salariés, ça veut dire que le salarié devient les actionnaires à part entière de l'entreprise. Et quand l'entreprise gagne de l'argent, ça veut dire que les salariés font, à part leur salaire, ils vont percevoir ce qu'on appelle les dividendes. La fin de ces moratoires marque ainsi un tournant pour l'industrie minière en République démocratique du Congo. Si les attentes sont fortes en matière de souveraineté économique et de développement du contenu local, la réussite de cette réforme dépendra de son application effective et de la capacité des différents acteurs à en assurer la mise en œuvre sur les terrains. Parlons santé. Longtemps restée sans traitement ni vaccin spécifique, la variante Bundibugyo du virus Ebola suscite désormais un nouvel espoir. En République démocratique du Congo, les premiers essais cliniques d'un traitement expérimental sont en cours, tandis qu'au Royaume-Uni, un vaccin spécialement conçu contre cette souche entre en phase d'évaluation. Des avancées prometteuses qui pourraient changer la riposte contre cette maladie, même si les scientifiques appellent encore à la prudence. Dans mon mat pour plus de détails. Après 2 mois sans réponse spécifique contre la variante Bundibugyo du virus Ebola, une lueur d'espoir apparaît enfin. En République démocratique du Congo, les essais cliniques du traitement expérimental EboPep ont été lancés en Ituri, tandis qu'au Royaume-Uni, l'université d'Oxford teste le premier vaccin spécifiquement conçu contre cette souche, le Shadox 1 BDBV. Ces 2 avancées marquent un tournant majeur. Pour la première fois, la communauté scientifique s'attaque simultanément à la maladie sur 2 fronts, améliorer la prise en charge des patients et prévenir de nouvelles infections. Une stratégie qui a déjà démontré son efficacité contre la souche Ebola Zaïre. Mais les scientifiques appellent à la prudence. Il est encore trop tôt pour parler des victoires. Les 2 produits sont toujours en phase d'essai clinique et leur efficacité devrait être démontrée selon le protocole scientifique en vigueur. Pour parvenir à une véritable maîtrise de cette variante, plusieurs étapes restent indispensables. Confirmer que le traitement réduit effectivement la mortalité, prouver que le vaccin protège les populations exposées, obtenir les autorisations réglementaires, puis assurer une production suffisante et une distribution rapide dans les zones touchées. Épicentre de la 17e épidémie de la variante Bundibugyo, la RDC devient aujourd'hui un acteur central de la recherche mondiale contre cette maladie. Les essais menés par l'Institut national des recherches biomédicales en collaboration avec des partenaires internationaux pourraient ouvrir la voie à une stratégie intégrée combinant diagnostic précoce, traitement spécifique, vaccination ciblée et surveillance épidémiologique renforcée. Ces avancées constituent donc un motif d'espoir, mais face à une épidémie aussi complexe qu'Ebola, la prudence reste essentielle car au-delà des découvertes scientifiques, le contrôle durable de la maladie dépendra aussi de la qualité de la surveillance, de la rapidité de la riposte, de la confiance des communautés et de la mobilisation continue des autorités sanitaires. Et puis, je l'avais annoncé dans le sommaire, l'approvisionnement en électricité de l'aéroport international de Ndjili pourrait être compromis. La Société nationale d'électricité tire la sonnette d'alarme face à l'occupation illégale des emprises de sa ligne à haute tension alimentant l'aéroport international de Ndjili, les communes de Maluku et Sélé, ainsi que la ville de Bandundu. Suivez ce reportage.
Ce jeudi 30 juillet, le secrétaire général de la SNEL, Jocelyn Palenda, accompagné d'un collège d'avocats de l'entreprise et du bourgmestre de la commune de Maluku, se sont rendus sur le site économique de Maluku pour constater les travaux réalisés à proximité des pylônes électriques SNEL. Selon la SNEL, ces travaux attribués à la société Promedus mettent en danger des infrastructures stratégiques de cette partie de la République. L'entreprise publique rappelle avoir déposé une plainte au parquet il y a plusieurs semaines afin d'obtenir la suspension des travaux. Mais à la grande surprise de la délégation, le même parquet qui aurait ordonné leurs arrêts aurait ensuite ordonné leur reprise. Nous invitons à l'occasion l'administration foncière de bien devoir nous accompagner, puisqu'il s'agisse des terres domaniales, concessibles ou non, mais on sait au moins que l'électricité a bénéficié de par la volonté législative d'un certain nombre de protections. La SNEL met en garde la population contre tout achat ou toute construction sur ces emprises. Elle rappelle que ces terrains sont inconcessibles et que toute occupation expose les contrevenants à des poursuites judiciaires. Le bourgmestre de Maluku, Alexis Mampa, a annoncé qu'il se rendrait au parquet afin d'obtenir des explications sur cette décision. Comme si suspension batiaki, ils ont une évolution toujours dans misala ils allaient continuer. Malgré que to continue na terrain à tout monde a battu, mais comme on a surtout na peneya poto ndenge ils allaient. Donc ça prouve que tu vas continuer à faire musala. La mission de la délégation ne s'est pas limitée au site de Promedus. Les responsables de la SNEL ont également visité d'autres emprises qu'ils estiment illégalement occupées. L'entreprise Aqua Beverage est notamment accusée d'avoir construit une usine sous une ligne de 220 kW alimentant Maluku et Bandundouville. Dans la commune de Ntsele, la SNEL dénonce également des constructions liées au projet Cité Jardin sur ses services. La SNEL exige l'arrêt de ces occupations et appelle au respect de ces servitudes pour garantir la sécurité des populations et la continuité de l'alimentation électrique. Elle prévient que, faute de régularisation, des actions judiciaires seront engagées contrevenants. À l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement en faveur des droits des femmes et de leur autonomisation. Pourtant, au-delà des avancées juridiques, de nombreuses Congolaises continuent de se heurter à des obstacles dans l'exercice de leurs droits, notamment en matière de santé. Entre garanties prévues par la loi et les réalités sociales, quelle est la situation des droits des femmes en RDC ? Tentative de réponse dans cet élément de Patience Lokeke. Chaque 31 juillet, l'Afrique célèbre la Journée internationale de la femme africaine. Instituée en mémoire de la création de l'Organisation panafricaine de femmes le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam. Cette journée rend hommage à la contribution des femmes africaines au développement du continent tout en rappelant les inégalités qu'elles continuent de subir. En République démocratique du Congo, l'édition 2026 est placée sous le thème « Droits garantis, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles en RDC ». Un appel à transformer le droit inscrit dans la Constitution en réalité concrète, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la justice, de l'emploi et de la participation aux décisions publiques. Si la Constitution congolaise consacre l'égalité entre les femmes et les hommes, la réalité reste préoccupante. De nombreuses Congolaises ne disposent toujours pas d'une pleine autonomie pour prendre des décisions concernant leur propre santé. L'autorisation du conjoint ou de la famille demeure souvent une condition implicite pour accéder à certains soins, y compris en matière de maternité ou de planification familiale. À l'heure où la RDC réaffirme son engagement en faveur des droits des femmes, le principal défi reste de faire respecter ces droits, car une autonomisation durable ne peut être effective tant que les barrières sociales, culturelles et économiques continueront de priver les femmes de leur pouvoir de décision. En sport, le Daring Club Motema Pembe prépare la nouvelle saison avec 2 directions et 2 groupes d'entraînement distincts. Une situation qui dépasse le seul cas d'Imana et remet en lumière un problème récurrent du football congolais, à savoir les crises de gouvernance.
Du Daring Club Motema-Pembe au FC Renaissance du Congo, ces conflits interrogent la légitimité des dirigeants et le rôle des instances dans la reconnaissance officielle des clubs. Blaise Kouzola nous en dit davantage. Dans le football congolais, le crise de légitimité au sommet de clubs. À quelques semaines du début de la saison, deux directions revendiquent la gestion d'Imana et conduisent chacune de leurs propres préparations. D'un côté, le comité conduit par Paul Kassembele, de l'autre, celui de Mukamba Jonas. Deux staffs techniques, deux groupes de joueurs et une même volonté de représenter officiellement le club en Ligue 2. Cette situation n'est pourtant pas une première. Le FC Renaissance du Congo a déjà traversé une crise similaire avec plusieurs dirigeants se disputant la gestion du club. D'autres formations congolaises ont également été confrontées à des conflits de gouvernance, souvent au détriment de leur stabilité sportive. Au-delà de rivalités internes, ces crises ont des conséquences concrètes. Elles retardent les recrutements, compliquent l'enregistrement de joueurs, entretiennent le doute chez les supporters et obligent la FECOFA ainsi que la Linafoot à déterminer quel comité est légalement habilité à engager le club dans les compétitions officielles. Le cas du DCMP relance ainsi un débat de fond, celui de la gouvernance de clubs congolais, car sans règles claires et sans décision rapide des instances, le bataille administratif risque de prendre le pas sur les ambitions sportives au détriment du développement du football national. Place à présent à la page internationale. Deuxième producteur africain du coton après le Bénin, le Mali, qui exporte encore la majorité de sa production sous forme brute, cherche à créer plus de valeur en développant le segment de la transformation. Cette orientation se manifeste par la planification des nouveaux projets industriels. Myriam Likiou. Les Mali multiplient depuis plusieurs années les initiatives pour développer une industrie textile capable de créer davantage des valeurs ajoutées dans sa filière coton. Les derniers projets en date qui illustrent cette dynamique est la création de la Société des textiles du Mali. Annoncé en Conseil de ministres le mercredi 29 juillet, cette société aura pour mission de développer la filature, les tissages, le tricotage, la teinture, l'énoblissement des fibres et tissus des cotons, ainsi que la perfection de la commercialisation de produits textiles et habillement. Ces nouveaux projets prévoient à cet effet l'implantation d'une usine de transformation de la fibre de coton, une capacité annoncée de 40 000 tonnes par an. Favorisée par l'entrée en vigueur de l'agrément bancaire unique dans la CEMAC, la banque burkinabé poursuit son développement en Afrique centrale. Après le Tchad, elle prépare son arrivée en République centrafricaine, tandis que ses projets au Cameroun et au Gabon progressent. Encore une fois, Myriam Likiou. Coribank International veut ouvrir une succursale en République centrafricaine. Une délégation conduite par Mamadou Sanon, directeur de la zone d'Afrique du groupe bancaire burkinabé, s'est rendue à Bangui afin de préparer cette implantation. Le 30 juillet 2026, elle a échangé avec Ngambo Selim Bogo, commissaire au marché commun de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, sur le concours de ces projets. Cette initiative intervient alors que le groupe bancaire burkinabé poursuit les démarches réglementaires nécessaires à son installation au Cameroun et au Gabon. Pour Coribank, la RCA continuerait une nouvelle étape dans une stratégie visant à renforcer sa présence sur le marché bancaire de la CEMAC. Place à présent à l'actualité vue par les journaux. C'est la revue de presse dans une sélection et commentaires de Don Mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons le bal de cette revue de presse avec les débats autour du dialogue national. La Référence Plus rapporte que la perspective de ces assises suscite déjà des spéculations sur leurs résultats, tout en rappelant les précédents forums politiques organisés en RDC, de la Conférence nationale souveraine au dialogue intercongolais de Sun City, en passant par le dialogue du Palais de la Nation et du Centre interdiocésain. Le journal estime que ces rencontres ont été marquées par l'importance accordée au per diem, devenu selon lui un dénominateur commun et
met en garde contre le coût financier que pourrait représenter un nouveau dialogue pour les trésors publics. Sur le front politique, les référendums continuent d'alimenter les réactions. Africa News rapporte que l'opposant Claudel Loubaya dénonce la décision de la Cour constitutionnelle validant le projet de loi référendaire qu'il considère comme un passage en force ouvrant la voie à une remise en cause de l'architecture institutionnelle issue de la Constitution de 2006. Il estime également que la CENCO, l'ECC et la C64 ont été flouées et appelle à une remobilisation autour de la défense de la Constitution et de l'état de droit. Info 27 de son côté rapporte que le président Félix Tshisekedi a lancé la campagne agricole du service national à Kanyamakasese dans le Haut-Lomami, tout en réaffirmant son ambition d'en faire un instrument de transformation de la jeunesse et un moteur de la souveraineté alimentaire. Le chef de l'État a exhorté les bâtisseurs à mettre leur formation au service de la nation avant d'inaugurer l'hôpital moderne Maman Denise Nyakiru Tshisekedi et d'inspecter les principales infrastructures agricoles, industrielles et sociales développées par les services nationaux. L'économie s'invite également à la une. La prospérité rapporte que le contrat d'exportation annuel de 180 000 tonnes de piments secs de la RDC vers la Chine représente une opportunité de diversification de l'économie congolaise. Le quotidien souligne que cet accord pourrait stimuler la production agricole, créer des emplois, accroître les recettes en devises et renforcer les exportations, tout en rappelant que sa réussite dépendra d'une organisation rigoureuse de la filière et d'un meilleur accompagnement des producteurs. Direction à présent l'Est du pays. Géopolice Hebdo rapporte que la RDC a intensifié son offensive diplomatique afin de renforcer les soutiens internationaux à sa position dans les conflits avec le Rwanda. Le tri hebdomadaire souligne les nombreuses missions diplomatiques menées par Félix Tshisekedi, Thérèse Kayukomba, Floribert Anzulini et Patrick Mouyaya pour défendre la mise en œuvre de l'accord de Washington et rappeler les engagements pris par les différentes parties. Selon le journal, les récentes prises de position de plusieurs partenaires internationaux et les sanctions américaines contre des entités rwandaises traduisent une évolution du rapport des forces sur le terrain diplomatique. Dans le même registre, Ouragan rapporte que la signature d'un protocole de désarmement, de démobilisation et de cantonnement des FDLR constitue, selon les autorités congolaises, une avancée dans la mise en œuvre des accords de Washington. Le potentiel, pour terminer, rapporte que les essais cliniques du traitement expérimental EBOPEP en Ituri et du vaccin Shadox 1 BDBV développé par l'Université d'Oxford contre la souche Bundibugyo d'Ebola constituent un tournant majeur dans la lutte contre cette variante. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de votre attention et excellent début de week-end chez vous. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres. Alors que la classe politique attend avec impatience l'ordonnance présidentielle convoquant le dialogue, des divergences autour de l'inclusivité se dressent comme un véritable défi à ce rendez-vous politique. Alerte rouge, vous l'avez suivi, sur l'approvisionnement du courant électrique à l'aéroport de Njigi. La SNEL tire la sonnette d'alarme face à l'occupation illégale des saisons prises par des occupants dans la commune de Maluku notamment. Et puis à l'international, vous l'avez suivi, le Mali face au défi de la transformation de son coton. Bamako planche sur des nouveaux projets industriels en vue de la transformation locale des secteurs blancs. Ce journal est complètement terminé. Vous avez été nombreux à le suivre depuis Kassangoulou et Mbanzangungu. Nous vous en remercions et bonne soirée chez vous. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.